Voilà, donc on continue l'application du théorème d'Ampère avec le champ magnétique créé par une bobine torique à section carrée, ce qu'on appelle aussi parfois un tore. Et on va voir d'ailleurs que la forme du tore n'influe pas directement, la forme des spires du tore n'influe pas directement sur la valeur du champ, mais bon, ça on va le voir dans le calcul. Alors, je vais peut-être dessiner ça en coupe. Donc si on dessine le tore en coupe, donc on aurait quelque chose comme ça. Donc là, c'est un tore à section carrée. Vous voyez, si vous prenez un tore à section circulaire, ça ferait un truc, voilà. Voilà, donc ça ferait un truc comme ça. Voilà, j'ai coupé ma génoise là en... Alors, les spires, on a le choix sur le sens de parcours de l'intensité I. Peut-être que le courant, il fait comme ça, ou alors, bon, il faut faire un choix, donc je vais imaginer que les spires sont parcourus par une intensité I qui est dans ce sens-là. On pourrait faire l'autre sens, hein, mais on va supposer donc, voilà, ça c'est le sens de parcours. Donc il y a N spires enroulés sur ce tore, hein, donc comme ça. Voilà, grand N spires, toutes parcourues par l'intensité filiforme grand I. Donc ce sont des courants filiformes. Hein. Un fil enroulé et il fait N fois le tour du tore. Et il est relié à un générateur, hein, ce qui fait que chaque spire est parcouru par l'intensité I. Et donc le but, c'est de calculer le champ magnétique dans tout l'espace, sauf évidemment sur le tore lui-même, parce que ce ne sera pas défini. Donc le champ magnétique dans tout l'espace, évidemment par le seul outil à notre disposition, pratiquement, qui est le théorème d'Ampère. Alors, première étape de ce calcul, c'est, comme d'habitude, la direction de B. Et comme d'habitude, on va essayer de trouver un plan de symétrie passant par un point M. Alors attention, il y a un truc qu'il faut bien voir, c'est que le point M, vous n'avez pas le droit de le prendre sur le plan ici au milieu qui couperait le tore en deux demi-tores. Votre donut là, hein, vous n'avez pas le droit de le couper par le milieu. Hein. Le point M, il faut que je le mette n'importe où. C'est-à-dire, alors il peut être à l'intérieur du tore, mais si vous le mettez à l'intérieur du tore, vous le mettez au-dessus, vous le mettez en dessous, mais vous ne le mettez pas au milieu. Parce que ça, ce n'est pas un cas général. De la même manière, si vous le mettez à l'extérieur du tore, vous ne le mettez pas au milieu, vous le mettez au-dessus, en dessous. Vous voyez, on peut faire tous les cas, on va faire tous les cas, mais vous n'avez pas le droit de le mettre au milieu. Ça va ? J'ai presque envie aussi de faire une vue de dessus, hein, parce que sur la vue de dessus, en fait, on voit bien aussi. Enfin, il ne faudrait pas que ce soit en perspective, il faudrait que ce soit une vraie vue de dessus. Comme ça. Donc la vue de dessus, l'axe Z qui vient vers nous. Donc les courants, vous voyez, les courants, ils sont comme ça, répartis uniformément, ici, puisque j'ai orienté les spires de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est mon choix, hein. J'aurais pu... Voilà, vous voyez. Donc là, il y a grand N spires répartis sur tout le tore. Donc c'est bien aussi cette vue-là, parce que... Voilà, alors... Bon, si je mets le point M quelque part dans l'espace, comme j'ai dit, hein, il peut être au-dessus, il peut être en dessous, hein, ou à l'intérieur du tore, mais pas sur le plan qui coupe le tore. Ça, c'est un cas trop particulier. Alors, quelles sont les coordonnées adaptées? Eh bien, ce sont les coordonnées cylindriques. ER, Eθ. Alors, attention pour l'orientation du vecteur Eθ, vous n'avez pas le choix. On doit tourner dans le sens direct, induit par le sens de B. Hein, donc on tourne comme ça, et puis le vecteur EZ, donc qui vient vers nous. Donc ici, si je le dessinais, hein, il faudrait projeter le point M en H, vous voyez, et donc H, il est quelque part sur l'axe, le vecteur ER. Hein, il faut un petit peu de vision en 3D, ça c'est sûr. EZ, hein, et Eθ. Bon, tout dépend si je dessine en perspective aussi. Voilà. Ça va pour tout le monde? Alors, est-ce qu'on peut avoir
Est-ce qu'on a un plan ou plusieurs de symétrie ou d'antisymétrie dans le cas général? Donc surtout, ce qui est important, c'est le cas général. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que le point M n'a pas le droit a priori d'être au milieu. Parce que peut-être vous êtes tenté de prendre justement le plan qui couperait ça au milieu comme ça. Mais quel est l'inconvénient de ce plan? C'est que dans le cas général, il ne passe pas par M. Alors, vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de choix ici au niveau de l'utilisation des symétries. Oui, Charles? Alors, MEREZ, bonne idée. C'est quoi comme plan, ça? Alors, c'est un plan de symétrie des courants. Effectivement, on le voit bien sur la vue de dessus. Hein, c'est pour ça que j'ai fait une vue de dessus. Regardez bien, effectivement, ce plan-là, hein, eh bien, vous voyez que les lignes de courant sont symétriques par rapport à ce plan. Très bien. Alors, donc, on le note. Donc, on a un plan de symétrie. Attention, c'est un plan de symétrie, je le répète encore, D. Ne me dites pas c'est un plan de symétrie du champ. C'est faux, parce qu'un plan de symétrie des courants, c'est un plan d'antisymétrie du champ. Donc, c'est le plan M, ER, EZ. Est-ce qu'il y a un autre plan qui pourrait jouer un rôle de symétrie dans le cas général ou d'antisymétrie? Alors, comme on a dit MEREθ, quel est le problème de MEREθ? Ben, c'est le plan horizontal qui passe par M, mais lui, il ne coupe pas le tore en deux parce que le point M, a priori, il a une altitude quelconque, donc ça ne marche pas. Si vous prenez le plan MEZθ, alors attention, il faut prendre le plan qui passe par M, ne me mettez pas un plan qui passe par O. Hein. Ça ne marche pas. Il faut prendre le plan qui passe par M. Et le plan qui passe par M, comme il n'y a pas de tore de l'autre côté, c'est un plan de rien du tout. Donc c'est le seul plan. B est perpendiculaire à ce plan. Conclusion, le champ est parallèle au vecteur Eθ. Donc le champ magnétique, je sais qu'il va être selon Eθ. Comme ça. Alors, je ne connais pas son sens, à vrai dire. Hein. Le sens sortira du calcul, hein, ça on le sait. Mais bon, en fait, comme les spires sont enroulés comme ça, j'ai un peu fait exprès pour que, vous voyez, comme dans le solénoïde, effectivement, il soit dans ce sens-là. Mais à vrai dire, on fait comme si on ne savait pas, parce qu'on aurait très bien pu faire parcourir les spires. Hein, vous voyez, on aurait pu mettre le courant I dans l'autre sens, auquel cas, le champ B, d'ailleurs, il serait dans l'autre sens. Alors, B parallèle à Eθ, mais on sait que ce n'est pas parce qu'il est selon Eθ qu'il dépendrait de θ. Hein, on fait bien attention. Maintenant, on a la dépendance de B vis-à-vis des coordonnées. Et on travaille en coordonnées cylindriques. Alors là, écoutez bien, ça va être assez subtil. La distribution de courant, parce qu'on raisonne sur le courant, là aussi je répète, pas sur le champ. Vous raisonnez sur les sources du champ pour en déduire des conséquences sur le champ. D'accord? Donc, est-ce que les courants sont invariants par translation selon ER? Est-ce que ça dépend de R? Ah bah oui, ça dépend de R, parce que ici, j'ai pas de courant. Tiens, là, j'ai des courants. Là, j'ai de nouveau, ah, là, de nouveau, j'ai des courants. Donc, ça dépend de R. Ce n'est pas invariant par translation selon R. Est-ce que ça dépend de θ? Non, la situation est invariante par rotation. Donc, ça ne dépend pas de θ. Est-ce que c'est invariant selon Z, Maxime? Ça dépend de Z. Pourquoi? Effectivement. Parce que quand je me balade, ici, je n'ai pas de courant. Tiens, là, j'ai le solénoïde. Ah, j'ai plus le solénoïde et je continue. Donc, ça, ce n'est pas une situation qui est invariante selon Z. On est bien d'accord? Donc, B, attention, c'est un peu plus difficile. Enfin, un peu plus difficile. Il dépend de R et de Z. On énonce le théorème d'Ampère? Ah oui, alors avant, peut-être on va conclure sur la structure du champ. B bar de RZ, mesure algébrique, vecteur Eθ. Alors, théorème d'Ampère. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé orienté qu'il va falloir que je choisisse habilement,
c'est mu0 fois la somme des courants I enlacés algébriques. Alors, il ne faut peut-être pas le noter I parce que ce n'est pas le courant qui parcourt une spire. Évidemment, algébrique, hein, toujours lié au choix de l'orientation du sens de parcours sur le contour. Qu'est-ce que je vais choisir comme contour d'ampère? Quels sont nos critères habituels? On se répète, B doit être parallèle à DL et si possible de normes constantes sur le contour. Et on se souvient aussi que si l'un de ces deux critères est satisfait, généralement l'autre l'est. Quel est le contour? Tiens, on va commencer par le deuxième critère. Quel est le contour qui serait à Z fixé et à R fixé? Z fixé plan horizontal, passant par M, à R fixé. Ah, ça c'est le cercle. Et est-ce que du coup, B est parallèle à DL? Ah oui. Ah, c'est super, bah ça y est, on le tient le contour. Donc c'est le contour passant par M. Attention, toujours le contour d'ampère passant par M. Voilà. Voilà le contour d'ampère. Il faut l'orienter. J'ai le choix. Je fais ce que je veux. Je pourrais l'orienter dans le sens indirect, mais il faudrait que je fasse attention. Du coup, je ne vais quand même pas me compliquer. Là, je suis tenté de le faire quand même pour vous casser les pieds, mais non. Allez, dans le sens direct. On y va? Alors, B bar de R, 2pi R, donc on tourne dans le sens direct. Hein, je vais un petit peu plus vite. Égale à mu0, donc fois la somme des courants enlacés algébriques. Alors, c'est là que ça va être un peu plus délicat. Pour la somme des courants enlacés algébriques. Qu'est-ce qu'il y a comme situation à distinguer? Est-ce que vous voyez bien les situations à distinguer pour discuter? C'est ça le point délicat en fait, hein, je dirais que du tort, c'est principalement ça. C'est l'histoire des courants enlacés algébriques. Alors, je dois répondre à la question, où sont localisés les courants qui transpercent la surface qui s'appuie sur le contour d'ampère? Et là, je suis un peu gêné parce que, évidemment, on sait qu'on peut prendre n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour d'ampère en réalité, mais je me pose des questions parce que je me dis que si le point M est ici, ça veut dire que le disque, il est comme ça. Si au contraire le point M est en dessous, ça veut dire que le disque, il est comme ça, s'il est au-dessus aussi. Si le point M est là, j'ai ça. Si le point M est au-dessus, le disque, il est comme ça. Vous voyez ça? Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas quand je suis à l'extérieur du tore? Regardez bien, c'est ça le point délicat de cet exercice. Si je suis au-dessus du tore, à l'intérieur du tore, enfin quand je dis à l'intérieur, je veux dire dans l'espace à l'intérieur de la couronne ou au-dessus, je vois facilement que les courants qui transpercent le disque sont nuls. Vous le voyez tous? Parce qu'il n'y a pas de courant en fait, il n'y a pas de spire qui transperce ces disques-là dont j'ai dessiné la trace. Vous voyez ça? Si je suis là, c'est plus délicat. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a autant de courants qui vont traverser positivement qu'il y en aura qui vont traverser négativement. Donc je vois que ça se compense. Est-ce que vous le voyez ça? Donc finalement, je vois que quand le point M est à l'extérieur du tore, qu'il soit dans l'espace intérieur, qu'il soit dans l'espace extérieur, qu'il soit au-dessus, qu'il soit en dessous, le courant enlacé algébrique total est nul. Est-ce que vous le voyez tous ça? C'est pas facile. I enlacé algébrique égale 0.
Le plus difficile étant de le voir quand le point est à l'extérieur, mais qu'il est situé entre les deux altitudes extrêmes du tore, parce que là, il y a compensation en fait des courants positifs et des courants négatifs. Remarquez bien, j'aurais pu éviter cette difficulté parce que le théorème d'Ampère, la formule de Stokes, m'autorise à prendre une surface quelconque qui s'appuie sur le contour, et j'aurais pu éviter tout ça en prenant le dôme. Je prends un truc qui surpasse le tore ou qui passe en dessous. J'ai le droit en fait, hein. Vous voyez, je ne suis pas obligé de prendre la surface plane qui s'appuie, je peux prendre ce que je veux. Donc là, carrément, j'évite le tore. Alors là, j'ai même plus de difficulté par rapport à ça. Mais bon, généralement, on prend la surface plane, donc on n'aurait pas forcément pensé à faire ça. Bon, alors, conclusion, puisque le courant enlacé algébrique est nul à partir du moment où le point M est à l'extérieur du tore, eh bien, d'après le théorème d'Ampère, B est nul à l'extérieur. Et maintenant, quand je me place à l'intérieur du tore, qu'est-ce qui va se passer? Je peux le faire sur le même dessin? C'est le cas intéressant en fait. Parce que si on fait un tore, c'est quand même pour qu'il y ait un champ magnétique dedans. Le tokamak. Alors, c'est quoi le tokamak? Donc, à l'intérieur du tore, on est là. Alors, à l'intérieur du tore, est-ce que les courants vont encore se compenser? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Tiens, j'avais encore mon point à l'intérieur. Hop, je le dessine comme ça. Vous voyez, donc là, on aurait le cercle, on aurait le disque. Alors, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Cette fois-ci, les courants qui s'appuient sur le disque, il aura presque fallu refaire un dessin parce qu'il commence à être compliqué, mon dessin. Regardez bien, cette fois-ci, les courants qui transpercent à l'intérieur ici ne sont pas compensés par les courants qui ressortent de l'autre côté parce que ça ne transperce pas la surface qui s'appuie sur le contour d'Ampère. Autrement dit, le courant I enlacé algébrique, il vaut quoi? Eh bien, il vaut μ0 NI parce qu'il faut compter les N spires qui transpercent. Il y a N courants qui transpercent ce disque. Et il faut tenir compte du sens. C'est là que le fait que j'ai orienté les courants comme ça joue un rôle crucial. Parce qu'il faut regarder, vous voyez, il faut regarder en fait le sens uniquement des courants qui montent parce qu'il n'y a que eux qui transpercent la surface. Donc c'est bien parce que j'ai orienté les courants montant à l'intérieur et qui redescendent à l'extérieur que je peux les compter positivement parce que j'ai orienté mon contour comme ça. Donc mon DS il est comme ça et c'est toujours l'histoire de la cohérence des orientations. Donc B bar 2πr est égal à μ0 NI. Alors ça y est, on l'a le champ. Et vous voyez qu'on a aussi le sens du champ qui sort du calcul par la mesure algébrique. Hein, tout est algébrique. Et donc le champ, il dépend de R. Il ne dépend pas explicitement de Z, mais il en dépend implicitement au travers de la forme des spires. C'est-à-dire dire que vous êtes à l'intérieur ou dire que vous êtes à l'extérieur, eh bien évidemment la forme des spires en dépend, mais il ne dépend pas explicitement de Z, il dépend que de R. Voyez. Alors c'est pour ça que je dis que vous pouvez changer la forme des spires. Vous pouvez prendre des spires Toblerone hein, en triangle ou des spires circulaires. Prenez ce que vous voulez.